à tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est en deuil. J'ai la profonde douleur de vous annoncer que La famille, écoutons ici tous ensemble et très attentivement. On nous annonce que Alassane Dramane Ouattara est décédé à Paris dans un hôpital. Alassane Ouattara traverse un moment très grave. Sa santé a gravement décliné. Il a été très vite évacué en France. Mais les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Comment est-il arrivé là? Il y a de cela 3 mois, Ouattara souffrait en silence, mais les médias ivoiriens n'ont pas le droit de révéler cela au grand public. À notre grande surprise, voici le choc qui nous parvient. Mesdames et messieurs, asseyez-vous, on vous explique exactement ce qui se passe. C'est très grave pour Alassane Ouattara. Les nouvelles que vous allez entendre dans cette vidéo vous laisseront sans voix. La Côte d'Ivoire est en deuil silencieux. Les médias ne veulent pas que vous les sachiez. Voici exactement ce qui se passe. Depuis plusieurs semaines maintenant, quelque chose de très lourd pèse sur la Côte d'Ivoire. Quelque chose que les médias officiels taisent soigneusement, que les communicants du pouvoir s'efforcent d'étouffer, mais que la rue, les réseaux sociaux et plusieurs sources proches de la présidence ne peuvent plus contenir. Le président Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État ivoirien, est au cœur d'une tourmente sanitaire et politique d'une gravité exceptionnelle. Et ce que vous allez apprendre ici n'est pas le fruit de l'imagination. Ce sont des informations, des analyses et des faits qui circulent dans des cercles très informés et qui méritent d'être examinés sérieusement. Commençons par ce qui est désormais une réalité que personne à Abidjan ne peut nier. Le président effectue des allers-retours répétés entre Abidjan et Paris. Des visites médicales à l'hôpital américain de Paris, régulières, rapprochées et qui s'accélèrent. Selon une source qui suit de très près l'agenda présidentiel, le chef de l'État est rentré récemment de France, mais devrait repartir dans moins de 15 jours. Et pour les mêmes raisons, des soins. Ce rythme-là, mes frères et sœurs, ce rythme-là ne s'explique pas par une simple consultation de routine. Quand on fait le trajet Abidjan-Paris dans un délai aussi court, à la fréquence dont nous parlons, c'est que quelque chose de sérieux se passe dans l'organisme de cet homme. Et la question que tout le monde se pose, mais que peu osent de formuler clairement, c'est celle-ci. De quoi souffre exactement Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi ne se fait-il pas soigner en Côte d'Ivoire, lui qui a tant vanté le développement de son pays, lui qui nous parle de modernisation, de croissance, de grands projets d'infrastructure? Si la Côte d'Ivoire est à ce point développée, si Abidjan est la perle de l'Afrique de l'Ouest comme il le dit, pourquoi faut-il traverser l'Atlantique pour recevoir des soins? Pourquoi les médecins ivoiriens ne sont-ils pas jugés suffisamment compétents pour traiter leur propre président? La réponse à cette question, selon ceux qui analysent la situation de l'intérieur, n'est pas d'ordre médical. Ce n'est pas parce que les médecins ivoiriens manquent de compétences. Ce n'est pas parce que les hôpitaux d'Abidjan n'ont pas les équipements nécessaires. Non. La vraie raison, c'est la méfiance. Une méfiance profonde, viscérale, que le président entretient envers son propre peuple. Un homme qui a gouverné pendant des années avec la force, qui a accédé au pouvoir dans des conditions que beaucoup qualifient de contestables. Un tel homme ne peut pas faire confiance à des médecins ivoiriens, à des professionnels qui vivent au milieu du peuple ivoirien, qui partagent ses souffrances, qui ont été témoins de ce que ce pouvoir a imposé à la nation. Ce serait, selon cette logique, s'exposer à un risque que le président n'est pas prêt à prendre. Pendant ce temps, le tableau clinique que des observateurs ont tenté de reconstituer à partir de ce qui est visible, de ce que montrent les images publiques du président, est particulièrement préoccupant. Le premier élément que l'on remarque immédiatement, celui qui ne peut échapper à aucun regard attentif, c'est sa démarche. Alassane Ouattara marche avec une difficulté caractéristique, une asymétrie dans son pas, un déséquilibre qui, selon des analystes, traduit une sciatique sévère accompagnée d'une sclérose osseuse au niveau de la hanche. La jointure entre la jambe et le buste est atteinte, et cela se voit. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est visible à l'œil nu. Quiconque a regardé le président marcher ces dernières années ne peut nier ce constat. Deuxième élément, et celui-là est encore plus parlant pour qui connaît un peu de médecine, la paralysie partielle de son visage. Une partie du visage du président est figée, immobile, comme si les nerfs ne répondaient plus normalement. C'est la trace classique, la signature clinique d'un accident vasculaire cérébral. Un AVC ou plusieurs AVC survenus dans les années 90 auraient laissé cette marque indélébile. L'hémiplégie faciale, c'est-à-dire la paralysie d'un côté du visage, est l'une des séquelles les plus courantes et les plus visibles de ce type d'accident neurologique. Là encore,
pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit de regarder. Troisième élément, directement lié aux troubles cardiovasculaires, le cœur du président nécessiterait une assistance mécanique régulière. Des stents, ces petits dispositifs introduits par voie artérielle pour faciliter la circulation du sang dans les artères coronaires, auraient été posés. Cela signifie que le président est sous surveillance cardiaque permanente, que son traitement médicamenteux est probablement lourd et que les moindres signes de complications nécessitent une prise en charge rapide dans une structure spécialisée. Une structure qui se trouve à Paris, pas à Abidjan. Quatrième élément, peut-être le plus alarmant dans le contexte politique ivoirien, des nodules potentiellement cancéreux au niveau du cou et de la gorge. Des interventions chirurgicales auraient eu lieu pour traiter ces nodules. Ceux qui observent attentivement le cou du président disent voir des traces de bistouri, des cicatrices discrètes mais présentes, témoins de passage en salle d'opération. Ces nodules endocriniens, localisés à la base de la gorge, expliqueraient également en partie les difficultés d'élocution que le président manifeste parfois dans ses prises de parole publiques. Voilà donc le tableau d'ensemble. Un homme de plus de 80 ans, dont l'état de santé concentre au moins 4 pathologies sérieuses, simultanément. Une sciatique invalidante, des séquelles d'AVC, une assistance cardiaque artificielle et des antécédents chirurgicaux liés à des nodules cancéreux. Face à un tel bilan médical, une seule question s'impose avec une force morale et constitutionnelle irrésistible. Est-ce que cet homme est encore en mesure d'exercer pleinement les responsabilités du pouvoir suprême? Est-ce que la constitution ivoirienne n'exige pas que le chef de l'État soit dans un état de santé lui permettant de gouverner avec toutes ses facultés? Et si ce n'est plus le cas, qui en porte la responsabilité? Qui a laissé cette situation s'installer dans le silence, dans le secret, loin des yeux du peuple qui a le droit de savoir? Ce qui est certain, c'est que la fréquence de ces voyages à Paris, conjuguée à l'état physique observable du président, crée une inquiétude qui dépasse les clivages politiques. Des Ivoiriens qui soutiennent le RHDP posent les mêmes questions en privé. Des partisans du régime murmurent dans les couloirs ce que personne n'ose dire à voix haute en public. Et pendant ce temps, la machine de communication présidentielle continue de produire des images rassurantes, des discours, des apparitions soigneusement orchestrées pour donner l'illusion d'un homme en pleine forme, d'un président à la manœuvre, maître de son pays et de sa destinée. Mais les images parlent, et les allers-retours à Paris parlent encore plus fort que tous les discours. Quelque chose se passe, quelque chose de grave. Et la Côte d'Ivoire, ce pays qui a déjà traversé tant d'épreuves, attend avec une angoisse que beaucoup préfèrent taire, mais que personne ne peut vraiment ignorer. La suite, vous allez l'entendre dans les prochaines minutes. Et ce que vous allez découvrir va vous surprendre encore davantage. Mais ce que nous venons de vous présenter, ce panorama clinique préoccupant, n'est en réalité que la surface des choses. Parce qu'il y a une autre dimension dans l'état du président. Une dimension que les médecins ne peuvent pas traiter, que les stents ne peuvent pas corriger, et que les voyages à Paris ne peuvent pas soigner. Il y a ce qu'un observateur politique a appelé la maladie essentielle d'Alassane Ouattara. Et cette maladie-là, elle est plus dangereuse que toutes les pathologies physiques réunies, parce qu'elle ne touche pas seulement un homme, elle touche tout un peuple. Mais avant de vous parler de cette maladie essentielle, il y a une autre information qui circule, et que nous devons aborder avec tout le sérieux qu'elle mérite. Une information qui a provoqué une onde de choc sur les réseaux, et qui a mis en émoi une partie de la diaspora ivoirienne. Plusieurs publications ont annoncé, avec force détail, le décès du président Alassane Ouattara. Ces publications mentionnaient une confirmation par la chaîne américaine CNN, un corps gardé dans un hôpital new-yorkais, une date d'inhumation fixée au 24 mars 2026 dans son village natal, une exposition du corps au stade Félix Houphouët-Boigny, une journée de deuil national un lundi. Des détails précis, des mises en scène médiatiques sophistiquées, des vidéos avec des voix off solennelles annonçant le décès d'un président africain. Alors faisons le travail que le journalisme impose. Ces informations sont-elles crédibles? La réponse est non. Et il faut le dire clairement, sans ambiguïté. Aucune source officielle ivoirienne n'a confirmé le décès du président. Aucun communiqué de la présidence de la République. Aucune déclaration du gouvernement. Aucune information vérifiable émanant de CNN ou d'un autre média de référence internationale. Ces publications entrent dans la catégorie de ce que l'on appelle la désinformation. Et dans le contexte politique ivoirien, cette désinformation a un but précis, créer la panique, déstabiliser, agiter, préparer des esprits à une transition politique qui n'a pas encore eu lieu. Cela ne signifie pas pour autant que la santé du président est parfaite, loin de là. Nous venons de passer en revue les éléments qui permettent de conclure sérieusement que cet homme porte un fardeau médical très lourd. Mais il y a une différence de taille entre dire qu'un homme est gravement malade et annoncer sa mort.
La première affirmation s'appuie sur des éléments observables et vérifiables. La seconde, dans le cas présent, s'appuie sur du vide. Et dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a connu la guerre civile, les fractures ethniques, les crises post-électorales, propager une fausse nouvelle de décès présidentiel, ce n'est pas un acte anodin. C'est jouer avec le feu. C'est exposer des populations entières à des violences potentielles. Alors pourquoi des gens le font quand même? Pourquoi certaines voix, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, continuent de diffuser ces informations fausses avec une conviction apparente? Il faut comprendre le contexte de la frustration politique qui règne dans une partie de la société ivoirienne. Une frustration profonde, nourrie par des années de gouvernance perçues comme confisquées, par une présidence qui a été qualifiée de troisième mandat inconstitutionnel, par des résultats d'élections contestés, par la répression de certaines voix d'opposition. Cette frustration est réelle, elle a des bases réelles, mais la frustration, même légitime, ne justifie pas la manipulation de l'information. Elle ne justifie pas de faire courir la rumeur de la mort d'un homme encore en vie. Et au milieu de tout cela, il y a des voix ivoiriennes qui réagissent avec indignation, des femmes et des hommes qui, quelle que soit leur position politique, refusent de se réjouir de la maladie ou de la mort supposée d'un être humain, qui rappellent que le président Ouattara est d'abord un homme, un père, un grand-père, quelqu'un qui a une famille, et que même si on n'est pas d'accord avec ses politiques, même si on considère que son bilan est discutable, il n'y a aucune dignité à souhaiter sa mort, à s'en réjouir publiquement, à danser sur des informations non vérifiées qu'il annonce décédé. Ces voix-là méritent d'être entendues aussi. Mais revenons à ce qui est documenté, à ce qui peut être dit sérieusement. Et il y a un autre sujet qui agite profondément la Côte d'Ivoire, un sujet qui dépasse la santé du président et qui touche à quelque chose de plus explosif encore, le nom de Nina Keïta. Ce nom est revenu dans des discussions qui font référence au dossier Jeffrey Epstein, l'homme d'affaires américain condamné pour trafic sexuel, dont les listes de contacts et les documents judiciaires continuent d'alimenter des révélations dans plusieurs pays. Des commentateurs ivoiriens affirment que Nina Keïta, présentée comme une personnalité proche des milieux d'affaires et politiques ivoiriens, aurait entretenu des communications avec Epstein dans un cadre que des enquêteurs américains examineraient de près. Ces affirmations circulent avec une intensité croissante sur les réseaux sociaux ivoiriens. Certains les relient directement à la santé du président, arguant que le stress lié à ce dossier potentiellement explosif serait l'une des causes aggravantes de son état physique. D'autres vont plus loin et formulent des accusations très graves, sans pour autant produire de preuves tangibles. Il faut ici, comme journaliste, maintenir une ligne claire. Les accusations sans preuve ne sont pas des informations. Ce qui est certain, c'est que ce dossier Epstein et les connexions africaines qu'il suppose continuent de faire l'objet d'enquêtes aux États-Unis. Ce qui est certain, c'est que le nom de Nina Keïta a été cité dans plusieurs publications à ce sujet. Ce qui est certain, c'est que la justice américaine, quand elle s'intéresse à quelque chose, ne distingue pas entre les puissants et les humbles. Et là, quelque chose de fondamental mérite d'être dit. Il y a une différence essentielle entre la justice africaine, souvent perçue comme instrumentalisée au profit du pouvoir en place, et la justice américaine dans ses aspects les plus indépendants. Quand les enquêteurs fédéraux américains ouvrent un dossier, ils ne s'arrêtent pas aux frontières nationales, ils ne s'arrêtent pas aux titres, ils ne s'arrêtent pas aux alliances politiques. Ce dossier, s'il prend l'ampleur que certains anticipent, pourrait avoir des répercussions qui dépassent largement ce que les acteurs politiques ivoiriens sont capables d'imaginer ou de contrôler. Et pendant que tout cela se déroule, pendant que la santé du président inquiète, pendant que les rumeurs de décès se propagent et sont démenties, pendant que le nom de Nina Keïta circule dans des conversations de plus en plus tendues, il y a un président qui continue de gouverner, qui continue d'apparaître dans des cérémonies officielles, qui continue de signer des décrets et de recevoir des délégations étrangères. Un président dont chaque apparition publique est scrutée avec une intensité inhabituelle, dont chaque geste, chaque parole, chaque déplacement est analysé à la loupe par des millions d'Ivoiriens qui cherchent des signes, des indices, des confirmations de ce qu'ils pressentent. Ce que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment, c'est une crise de confiance profonde, une crise entre un pouvoir qui veut maîtriser l'information et un peuple qui veut la vérité. Une crise entre une présidence qui cache et des citoyens qui cherchent. Et dans cet espace entre le secret et la vérité, les rumeurs prospèrent, les désinformations se multiplient et les tensions s'accumulent. La suite de ce que nous avons à vous dire va vous permettre de mieux comprendre comment on en est arrivé là. Pour comprendre la profondeur de ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut faire un pas en arrière. Il faut regarder le tableau dans son ensemble, et pas seulement dans ses détails médicaux ou judiciaires, parce que ce qui est en train de se passer, c'est le résultat d'une accumulation de décisions, de postures,
de choix politiques qui ont fini par créer une pression qui s'exerce maintenant de toutes parts sur la présidence ivoirienne. Commençons par le contexte géopolitique. La Côte d'Ivoire est entourée de pays dont plusieurs ont opéré des ruptures politiques radicales avec le système néocolonial français. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Ces pays de l'Alliance des États du Sahel ont expulsé les ambassadeurs français, rompu avec les accords militaires, nationalisé des ressources et affirmé une souveraineté que leur population célèbre. Dans ce contexte régional en pleine mutation, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara est perçue par beaucoup comme le dernier bastion de l'influence française directe dans la sous-région. Un bastion que Paris entend défendre, coûte que coûte, et qu'une partie des Ivoiriens, de plus en plus nombreux, rejette avec une intensité croissante. Des voix ivoiriennes affirment que le président Ouattara s'est engagé auprès des autorités françaises dans un deal implicite, soutien à son 4e mandat en échange d'actions visant à fragiliser les transitions politiques des pays voisins, notamment le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Ces affirmations, difficiles à vérifier dans leur totalité, correspondent néanmoins à une réalité observable. La Côte d'Ivoire sous Ouattara n'a cessé d'être un relais des positions françaises dans la région, et les tensions avec les pays de l'AES ont été régulièrement alimentées par des déclarations ou des postures diplomatiques attribuées à Abidjan. Ce positionnement a un coût politique intérieur. Il nourrit un ressentiment qui traverse une partie importante de la population ivoirienne, particulièrement la jeunesse, qui regarde avec admiration et curiosité les changements en cours au Burkina, au Mali, au Niger, et qui se demande pourquoi la Côte d'Ivoire, elle, semble figée dans un rapport de dépendance que les autres ont su rompre. Ce ressentiment s'exprime sur les réseaux sociaux, dans les marchés, dans les quartiers populaires d'Abidjan, et il s'exprime aussi dans la violence verbale de certains contenus qui circulent, des contenus qui dépassent parfois les limites du commentaire politique pour verser dans des attaques personnelles, des injures, des accusations sans fondement. Il y a un paradoxe douloureux dans tout cela. Ceux qui critiquent le président Ouattara avec le plus de véhémence se retrouvent parfois à employer exactement les mêmes méthodes que ceux qu'ils dénoncent. Quand on diffuse de fausses informations sur la mort d'un homme encore en vie, quand on répand des rumeurs sur des pratiques occultes sans la moindre preuve, quand on appelle à la malédiction d'une famille entière, on ne combat pas l'injustice, on y ajoute une couche supplémentaire, on ne rend pas service à la Côte d'Ivoire, on aggrave les fractures qui la fragilisent. Et il y a quelque chose d'autre qui mérite d'être examiné avec honnêteté. Parmi les Ivoiriens qui se réjouissent de la maladie du président, qui partagent des rumeurs de décès avec enthousiasme, qui conduisent des contenus haineux sur lui et sa famille, il y en a beaucoup qui ont légitimement souffert. Des familles qui ont perdu des proches lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, des militants d'opposition qui ont été emprisonnés ou exilés, des citoyens qui ont vu leurs espoirs politiques écrasés. Cette souffrance est réelle, cette douleur est réelle, mais la souffrance ne transforme pas automatiquement la colère en justice, et la colère mal orientée peut devenir une arme contre soi-même. Revenons maintenant à la dimension politique concrète de la situation. Le président Ouattara a été candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, une candidature qu'il a lui-même justifiée publiquement en invoquant 2 arguments. La Constitution lui permettrait de briguer un nouveau mandat et sa santé le lui permettrait également. Ces 2 affirmations ont été immédiatement contestées. Sur le plan constitutionnel, des juristes ont rappelé que la nouvelle constitution adoptée en 2016 avait remis le compteur à 0, mais que l'interprétation de cette disposition restait profondément controversée. Sur le plan médical, les éléments que nous avons présentés précédemment permettent de mesurer la distance entre l'affirmation officielle et la réalité observable. Ce décalage entre le discours officiel et la réalité vécue, c'est le carburant de la méfiance. C'est ce qui explique pourquoi des millions de personnes choisissent de croire des rumeurs plutôt que des communiqués officiels. Quand un pouvoir a trop souvent manipulé l'information, quand il a trop souvent dit une chose et fait une autre, les gens cessent de lui accorder le bénéfice du doute. Et dans ce vide de confiance, les théories les plus extravagantes trouvent un terrain fertile. Il faut également parler de ce que cette situation signifie pour l'avenir immédiat du pays. Parce que la question de la succession présidentielle, même si elle n'est pas encore officiellement posée, hante déjà les cercles politiques ivoiriens. Dans un pays où les transitions de pouvoir ont rarement été pacifiques,
où chaque changement à la tête de l'État a été accompagné de tensions, voire de violence, la perspective d'une transition non préparée, non encadrée, non anticipée, est une source d'inquiétude profonde. Et cette inquiétude est d'autant plus forte que l'état de santé du président alimente des incertitudes que les institutions ivoiriennes ne semblent pas en mesure de gérer sereinement. Des drapeaux en berne, un silence pesant, une atmosphère de suspension, telle est l'image que certains décrivent dans des cercles proches du pouvoir à Abidjan. Non pas parce que quelqu'un est mort, mais parce que quelque chose se prépare, parce que les signaux s'accumulent, parce que les voyages à Paris se multiplient, parce que les questions sans réponse se font de plus en plus lourdes. Ce que la Côte d'Ivoire traverse en ce moment, c'est une sorte de deuil anticipé, le deuil d'une certaine façon de gouverner, le deuil d'une époque, et la peur de ce qui vient ensuite. Alors où en sommes-nous réellement? Qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour la Côte d'Ivoire, pour ses citoyens, pour son avenir? Essayons de synthétiser ce que nous savons, ce que nous pouvons raisonnablement affirmer, et ce que nous devons continuer à surveiller. Premièrement, sur la santé du président. Alassane Ouattara est un homme dont l'état de santé est préoccupant. Les éléments visibles, la démarche, la paralysie partielle du visage, les traces chirurgicales au niveau du cou, combinées aux informations sur ses allers-retours médicaux répétés entre Abidjan et Paris, permettent de conclure avec une certaine fiabilité qu'il porte un lourd fardeau médical. Cela ne signifie pas qu'il est mourant, cela ne signifie pas que sa mort est imminente, mais cela soulève des questions légitimes et sérieuses sur sa capacité à exercer pleinement et effectivement les responsabilités du pouvoir suprême dans un pays de plus de 27 millions d'habitants, confronté à des défis économiques, sécuritaires et sociaux considérables. Deuxièmement, sur les rumeurs de décès. Ces rumeurs sont fausses, elles sont fabriquées. Elles sont le produit d'une désinformation intentionnelle qui utilise la frustration politique légitime de nombreux Ivoiriens comme carburant. Les diffuser, les partager, les amplifier, même par curiosité, même sans y croire, c'est contribuer à un climat d'instabilité qui peut avoir des conséquences très réelles sur des vies humaines. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de rumeurs. Elle a besoin de vérité. Elle a besoin de transparence. Et si le président est malade, les Ivoiriens ont le droit de le savoir. Pas par des rumeurs, mais par une communication officielle, honnête, responsable. Troisièmement, sur la dimension géopolitique. La Côte d'Ivoire est à un carrefour. Elle fait partie d'une région en pleine recomposition, où les rapports de force entre les anciennes puissances coloniales et les États africains sont en train de se redéfinir de manière profonde. Dans ce contexte, le positionnement de la présidence Ouattara comme point d'ancrage de l'influence française est de plus en plus contesté, non seulement par des opposants politiques, mais par une frange croissante de la population, et notamment des jeunes. Ce positionnement a un coût en termes de légitimité intérieure, un coût en termes de cohésion nationale, et un coût que le prochain président, qui qu'il soit, devra assumer. Quatrièmement, sur la question des affaires judiciaires potentielles, le dossier Epstein et les connexions africaines qu'il pourrait révéler constituent un facteur d'incertitude supplémentaire. Il serait irresponsable d'affirmer, sans preuve, que tel ou tel dirigeant africain est impliqué dans des crimes graves. Mais il serait tout aussi irresponsable d'ignorer que des enquêtes sont en cours, que des noms africains circulent dans des documents judiciaires américains, et que la justice fédérale américaine a montré, à de multiples reprises, qu'elle ne s'arrêtait pas aux frontières ni aux immunités diplomatiques quand il s'agit de crimes suffisamment graves. Ce que tout cela nous dit, au fond, c'est quelque chose de très simple et de très profond à la fois. Il n'y a pas de gouvernement qui tient indéfiniment sur le secret. Il n'y a pas de pouvoir qui survit éternellement à la défiance de son propre peuple.